Comment cela est-il perçu du point de vue de Taïwan et du point de vue des différentes forces politiques à Taïwan lorsque les États-Unis tiennent des discours belliqueux et hystériques à propos de la Chine continentale? Il est certain qu'à l'heure actuelle, Taïwan est dirigé par le DPP. Ainsi, la position affichée, tant par le président Lai Ching-te que par d'autres cadres du parti, est assez partagée. D'un côté, ils défendent un programme d'indépendance de Taïwan, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis de la RPC, donc un éloignement du continent en espérant bénéficier du soutien du Japon et des États-Unis. De l'autre, ils tendent vers une dépendance totale vis-à-vis des États-Unis en matière de progrès économique et technologique. Le meilleur exemple en est TSMC. On peut donc constater que Taïwan évolue en réalité dans deux directions. Se rapprocher économiquement des États-Unis et dépendre de leur soutien militaire, tout en utilisant cette posture pour s'éloigner du gouvernement continental, la RPC. Or, comme cela touche à la ligne rouge ou aux intérêts fondamentaux de la République populaire de Chine, il existe un risque de conflit. Ici, nous constatons que le gouvernement accorde peu d'attention au risque de conflit, se reposant essentiellement sur la garantie ou la rhétorique américaine. Mais en même temps, sur le plan des relations économiques et commerciales, nous restons extrêmement liés à la RPC. Ainsi, au sein de la société dans son ensemble, il y a une voix très forte du gouvernement du DPP et beaucoup d'objections discrètes et silencieuses de la part de tous les partis d'opposition et des personnes sans affiliation politique. Voilà pour le premier point. Le second point, c'est que si l'on regarde attentivement, Jeff a évoqué la similitude avec la guerre en Ukraine. Et j'ai regardé hier la conférence de presse de Trump et Netanyahou avec horreur. Je pense que le début peut effectivement présenter des similitudes avec la situation ukrainienne lorsque les États-Unis poussaient l'Ukraine à franchir la ligne rouge russe. Mais la conclusion sera remarquablement similaire à la situation israélo-gazaoui dans laquelle Taïwan n'aura pas son mot à dire et ne sera pas consulté lors de la négociation finale parce que nous sommes indépendants. Nous ne faisons partie d'aucune organisation internationale, nous n'avons pas de relations diplomatiques formelles, même avec les États-Unis. Ainsi, tout comme Gaza et ses gouvernements n'ont pas été consultés avant le plan de paix final en 21 ou 20 points, je pense que s'il y avait des menaces potentielles pour la paix et la stabilité ou un risque de conflit dans le détroit de Taïwan et que la situation atteignait un stade où deux superpuissances nucléaires décidaient soit de faire étalage de leurs forces, soit de s'engager dans une négociation finale. Malheureusement, je pense que Taïwan serait probablement la dernière à être informée, plutôt que d'être partie prenante à une solution politique finale équilibrée concernant la situation à Taïwan. Professeur Sachs, votre réponse. De toute évidence, Taïwan se trouve dans une situation très dangereuse. Et dans de telles circonstances, il est toujours important de se rappeler les paroles d'Henry Kissinger, qui a dit célèbrement qu'il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, mais fatal d'en être un ami. Ce que Kissinger voulait dire, c'est que l'Amérique utilise ses amis, c'est-à-dire que les États-Unis disent à d'autres pays « Nous sommes avec vous, nous vous soutenons, vous pouvez compter sur nous », jusqu'à ce que cela ne soit plus vrai. Kissinger faisait référence à d'innombrables cas où les États-Unis encourageaient les dirigeants politiques d'autres pays à s'engager dans des guerres, de sorte qu'il s'agissait en réalité de guerres par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique, ou entre les États-Unis et la Russie. À un certain moment, ces guerres deviennent dévastatrices pour le pays ami. Et à un certain moment, du moins jusqu'à présent, les États-Unis ont choisi une porte de sortie qui laisse le soi-disant ami ou allié abandonné à la fin. Bien sûr,
La sympathie envers ce pays abandonné doit être limitée, car en général, il a naïvement compté sur les États-Unis, pensant qu'il serait protégé lors d'une confrontation. La pertinence de cette observation pour Taïwan est donc très directe et très forte. Si un dirigeant taïwanais croit que les États-Unis peuvent réellement protéger Taïwan contre quelque chose qui franchit la ligne rouge de la Chine continentale, une véritable ligne rouge, qu'il oublie cette idée. C'est absurde d'y penser même. Et c'est pourquoi j'ai dit, ces dernières années, regardez l'Ukraine, regardez l'Ukraine. Vous pouvez aussi regarder Gaza. Vous pouvez regarder l'Afghanistan. Vous pouvez regarder presque toutes ces guerres de choix dans lesquelles les États-Unis se sont engagés ces dernières années. La Syrie, la Libye. La liste est très très longue. Les États-Unis s'engagent dans des guerres parce qu'ils n'écoutent pas les autres parties. Ils foncent vraiment sans réfléchir et affirment que toutes les objections sont des signes de faiblesse ou de la fausse propagande de l'autre camp ou des bluffs. Ainsi, les États-Unis ont tendance à agir avec une arrogance extraordinaire. Il a tendance à prendre un client ou un vassal et à le valoriser en lui disant « Nous sommes avec vous, vous êtes formidables, vous êtes vraiment important pour notre sécurité et nous allons soutenir votre sécurité. » Et puis les choses tournent très mal à la fin. Si l'on pense à une confrontation entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan, je pense qu'il y a toutes les raisons, malheureusement, de croire qu'une telle confrontation serait dévastatrice avant tout pour Taïwan, mais je placerais les États-Unis en deuxième position sur la liste des victimes. Ils ne gagneraient pas une telle confrontation de façon décisive. Et troisièmement, bien sûr, toute confrontation entre puissances nucléaires peut être dévastatrice pour le monde entier, car les choses peuvent devenir incontrôlables. Et lorsque vous perdez de manière conventionnelle, il y a toujours des voix du côté des perdants qui disent qu'il faut aller jusqu'à l'escalade totale, car si nous perdons conventionnellement, nous perdons tout. Nous perdons notre stature, notre prestige, nos alliances. Dans ce cas, si c'était les États-Unis qui perdaient une confrontation militaire avec la Chine à des milliers de kilomètres des côtes américaines, et c'est ce que suggèrent les simulations de guerre, ce qui pourrait être assez probable, il y aurait des voix aux États-Unis pour dire « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cela, car alors nous perdrions la Corée, le Japon, les Philippines. Nous perdrions toutes nos alliances en Asie. Nous serions chassés d'Asie. » Les conséquences pour les États-Unis seraient absolument dévastatrices. Nous devons intensifier. Et alors, on s'engage sur une voie de destruction potentiellement mondiale. C'est pourquoi il ne faut pas franchir les lignes rouges des autres grandes puissances. Selon moi, le principe de base est de rester chacun dans son domaine. Je ne recommande pas que la Chine installe une base militaire au Mexique. Cela ne se passerait pas bien. Je ne pense pas que la Chine doive militariser où que ce soit dans le voisinage américain. Il n'y a aucune raison à cela. Je ne crois pas que la Chine le ferait un seul instant. Elle n'a aucun intérêt à le faire. De la même manière, je n'ai jamais pensé que les États-Unis devaient avoir des bases militaires en Ukraine, dans le Caucase du Sud, ou n'importe où autour de la Chine. Pour cette raison, il s'agit d'une proposition fondamentale. J'ai essayé, dans un petit essai récent, de distinguer deux concepts que je considère comme totalement différents. Il y a le concept, en relations internationales, de sphères d'influence, qui sont considérées comme, selon qui en parle, des revendications illégitimes d'autorité par une grande puissance sur des pays plus petits dans une région. Ainsi, la Chine pourrait revendiquer une sphère d'influence sur l'Asie du Sud-Est, par exemple, ou les États-Unis, une sphère d'influence sur les Amériques.
Mais il existe un concept différent que je pense être valable, à savoir une sphère de sécurité. Je crois en effet que les grandes puissances sont en droit de dire aux autres, surtout aux autres grandes puissances, en particulier celles qui possèdent l'arme nucléaire, de ne pas venir à nos frontières pour nous menacer, nous harceler, nous provoquer ou nous diviser. Et cela est vrai dans l'hémisphère occidental. Les États-Unis revendiquent cela depuis longtemps à travers la doctrine Monroe, qui a plus de 200 ans. Aux grandes puissances européennes, ne venez pas nous déranger dans notre propre voisinage. Et les États-Unis devraient respecter cela dans d'autres régions. De cette manière, je pense que les principales puissances nucléaires peuvent éviter de se gêner mutuellement, respecter les lignes rouges de chacun. Et nous pouvons éviter la guerre nucléaire, ce qui me semble être la première mission de la diplomatie dans ce monde. Éviter de nous autodétruire. Et nous ne devons pas céder aux provocations, aux accidents ou au manquement au respect des lignes rouges, ce qui pourrait nous entraîner sur une voie d'escalade totalement dévastatrice. Voilà donc mon point fondamental, la prudence. Nous vivons dans un monde où des milliers d'armes nucléaires existent. La Chine a exprimé des lignes rouges concernant Taïwan, qui, à mon avis, sont tout à fait compréhensibles d'un point de vue historique. Ce sont les lignes rouges de la Chine, elles doivent être comprises et respectées, et la paix doit également être respectée par la Chine. Elle doit l'être par tous. Mais l'essentiel, c'est que nous devons éviter une confrontation nucléaire ou une confrontation entre grandes puissances nucléaires. Dr. Lay, quelque chose que vous avez dit rejoint ce que le professeur Sachs vient d'exprimer. S'agit-il d'ignorance ou d'un choix délibéré de la part du DPP de fermer les yeux sur la fragilité qu'implique le fait de compter sur la garantie américaine pour la sécurité de Taïwan, dans le cadre de ce qu'il propose? J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont l'élite dirigeante à Taïwan réagit à la nouvelle stratégie impériale globale que les élites américaines déploient à travers le monde. Je pense notamment à la Corée du Sud, contrainte à un investissement de 350 milliards de dollars, qu'elle ne peut réaliser sans un recours massif aux lignes de swap. Cela représente environ 70% de ses devises étrangères. Même avec Taïwan, nous voyons TSMC être contrainte de produire en Arizona, de céder ses droits de propriété intellectuelle, etc. Donc, face à cet ensemble de contradictions, on observe beaucoup de remises en question dans des pays comme l'Inde et le Brésil. Comment les élites dirigeantes, qui jusqu'à présent ont délibérément choisi de fermer les yeux sur la réalité, réagissent-elles à ce genre de tactique de pression? Eh bien, beaucoup des choses que vous avez mentionnées se sont produites après le 2 avril de cette année. Sous couvert de négociations commerciales, le gouvernement actuel du DPP n'a pas seulement acquiescé, il a aussi aidé et facilité le transfert des industries de haute technologie de Taïwan vers les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de TSMC, ni seulement du montant en dollars. Avec les autres entreprises satellites et usines qui vont déménager en même temps que TSMC, nous estimons, selon les magazines les plus autorisés, qu'environ 200 000 talents accompagneront ces entreprises. Ce chiffre est passé de 85 entreprises à environ 200 entreprises sur le site américain de TSMC. Donc, si vous pensez que TSMC est un bouclier de silicium pour Taïwan, détrompez-vous, car ce bouclier de silicium sera déplacé de Taïwan vers l'Arizona et le Texas. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, si vous regardez ce qui se passe dans l'ouest du Pacifique, je vais rebondir sur ce que Jeff a dit plus tôt. Les États-Unis ont eu par le passé des installations militaires très importantes au Japon et en Corée, récemment à Okinawa, sur les îles avancées très proches de Taïwan, puis aux Philippines.
les Philippines viennent d'accorder aux États-Unis 9 bases militaires supplémentaires. Donc si vous examinez le Pacific Deterrence Project, les installations les plus notables se trouveront aux Philippines. Encore une fois, même sans Taïwan au centre, ils ont tout de même réussi à établir une ligne de perles sur la première chaîne d'îles. Tout cela est cohérent avec la stratégie américaine de la paix par la force. Et, comme Jeff vient de le dire, il s'agit d'une sphère d'influence ou d'une sphère de sécurité. Ce sont des choses que la Chine fait également. Pensez simplement au RCEP et à la stratégie chinoise de déni aérien et d'anti-accès. L'une concerne la sphère d'influence, l'autre concerne la sphère de sécurité. C'est très clairement délimité. La zone qui préoccupe la RPC et pour laquelle elle construit une armée afin de répondre à ses propres préoccupations en matière de sécurité. Mais les États-Unis maintiennent une présence militaire expansionniste dans l'ouest du Pacifique. Plus récemment, un sous-marin nucléaire de classe Virginia se trouvait aux Philippines. Auparavant, de plus en plus d'installations de missiles guidés ont été placées en Corée. Ils déplacent également des sous-marins nucléaires de classe Virginia vers l'Australie. Ainsi, dans la stratégie globale des États-Unis, il n'y aura pas seulement des armes conventionnelles, mais aussi des sous-marins nucléaires, les armes les plus létales, stationnés et positionnés dans l'ouest du Pacifique. Cela constituerait donc un potentiel d'escalade. Revenons donc à notre histoire. Taïwan et la Chine ont officiellement commencé, puis laissé inachever une guerre civile. Le 1er octobre 1949, exactement aujourd'hui, la RPC a établi son gouvernement. À ce moment-là, il y avait 2 gouvernements différents de part et d'autre du détroit de Taïwan. L'un à Taïwan, c'est la ROC, et l'autre, en Chine continentale, c'est la RPC. Les deux revendiquaient être la seule représentation légitime de l'ensemble de la Chine. Donc nous sommes toujours dans une guerre civile qui n'a pas été résolue. Il n'y a pas eu d'accord de paix à la fin. Aucun des 2 camps n'a prévalu sur l'autre. Techniquement, nous sommes donc toujours en état de guerre civile, mais de facto, nous sommes en paix depuis 66 ans. La dernière fois qu'une bombe a été larguée sur un territoire contrôlé par la ROC, c'est-à-dire le gouvernement de Taïwan, c'était en 1958, l'année de ma naissance. Je n'oublierai donc jamais cette année-là. Il y a 66 ans, la dernière bombe a été larguée sur un territoire contrôlé par le Kuomintang. Mais depuis, nous sommes de facto en paix. C'est ce que je voulais dire. Désolé, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Donc nous sommes de facto en paix. Et pourquoi, tout à coup, ces 3 dernières années, parlons-nous constamment du risque de guerre? N'oubliez pas qu'autrefois, Taïwan bénéficiait d'une très forte présence militaire américaine. Nous avions le groupe consultatif d'assistance militaire, MAAC, qui formait toutes nos forces armées. Nous avions aussi une base aérienne dans le centre de Taïwan, appelée CCK, ainsi qu'une grande base navale américaine dans le sud de Taïwan, à Zuoying. Taïwan bénéficiait donc d'une présence militaire américaine extrêmement forte, et les États-Unis étaient un allié qui nous formait et coopérait avec nous. Nous avions une forte interopérabilité conjointe, mais tout cela a soudainement cessé à la fin de 1978. En fait, le 1er janvier 1969, Taïwan n'était plus un allié des États-Unis. Les États-Unis ont rompu les relations diplomatiques. Le traité de défense avec Taïwan a pris fin 6 mois plus tard. Donc nous n'avons plus de relations officielles de défense avec les États-Unis. Ainsi, toute cette rhétorique sur le soutien à Taïwan et la présence militaire, qui est en réalité assez significative à Taïwan, et les troupes taïwanaises envoyées dans des bases américaines à l'étranger et sur le continent pour s'entraîner, cela se produit ces dernières années et ces derniers mois. Mais malgré tout cela, cela ne peut toujours pas remplacer le type de relation de traité de défense conjointe entre les États-Unis et Taïwan, ou les États-Unis et la République Chine qui existait avant la rupture des liens diplomatiques en 1979.
Ainsi, le gouvernement du DPP peut se faire des illusions en pensant que les États-Unis soutiennent militairement Taïwan et nous augmentons cette année notre budget militaire d'environ $1 billion taïwanais. Mais en réalité, nous n'avons pas le niveau d'interopérabilité ni le degré de soutien qui étaient les nôtres et qui protégeaient Taïwan avant 1969. Il n'y a rien qui s'en approche. Donc toute illusion d'un soutien américain à Taïwan, à mon avis, n'est qu'un très beau scénario propagé par les diplomates actuels de Washington ainsi que par le personnel du département d'État. Et les jeunes responsables inexpérimentés du DPP y ont tout cru. Ils ont pris cette promesse pour argent comptant comme un véritable engagement à défendre Taïwan.